Votre taxe a été rejetée. Une première réaction, micro, c'est à vous. Taxe Zuckman, taxation des plus riches et des salaires plus élevés pour les autres. Voilà ce qu'il faut faire, dégagez-les! Certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Elle aurait été adressée par Donald Trump au financier Jeffrey Epstein. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne d'actualité. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre le petit like pour le référencement et sans plus tarder, on commence tout de suite. La taxe Zuckman a été refusée à l'Assemblée nationale. On va écouter donc tout de suite Monsieur Gabriel Zuckman réagir à ça. Votre taxe a été rejetée. Une première réaction, micro, c'est à vous. C'est le début d'un travail qu'il va falloir faire d'explication, de pédagogie, d'appropriation citoyenne des savoirs, parce qu'il y a une énorme majorité dans la population pour ce dispositif, cet impôt plancher sur les milliardaires. C'est 70%, 80%. Et il s'agit d'étendre le champ de la démocratie. Toutes les batailles de cette nature, elles mettent du temps avant d'être gagnées. Donc moi, je vais, dans les semaines qui viennent, continuer à expliquer, continuer à permettre aux citoyens de s'approprier ces savoirs, de s'armer intellectuellement. Et dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce sera un enjeu majeur de l'élection présidentielle de 2027. Vous n'êtes pas trop déçu ? Non, parce que ça va finir par voir le jour. Je ne sais pas si ça va prendre des semaines, ça pourrait, ou des mois, ou peut-être des années. Je ne pense pas qu'on puisse se le permettre compte tenu de la situation très dégradée des finances publiques. Mais dans tous les cas, c'est clair que ça va être au cœur des débats dans les mois et les années. En même temps, il n'a pas tort. Ce n'est que le début. Quand on a la majorité des chaînes et de médias tenus par des milliardaires, on comprend un peu mieux ce qui se passe derrière. On va donc directement à l'Assemblée nationale. Écoutez Antoine Léaumont, député LFI, réagir à ce sujet. Voilà venue la fin de la mascarade. Ceux qui ont cru qu'il était possible peut-être d'obtenir le moindre compromis avec un gouvernement décidé à appliquer le programme, tout le programme, rien que le programme d'Emmanuel Macron, en sont pour leurs frais. Et c'est pas le repas de ce midi qui aura arrangé quoi que ce soit. Il faut remettre les choses à leur place. Ce qui s'est passé cet après-midi dans l'hémicycle, c'est d'abord la fin d'un jeu de dupes du Parti Socialiste et des macronistes. Mais c'est aussi et surtout le changement de pied du Rassemblement National qui l'année dernière avait voté la taxe Zuckman et qui cette année a décidé de s'associer avec les macronistes pour sauvegarder les intérêts des plus riches. Alors, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Des suspensions de séance, des négociations secrètes, ici ou là, on ne sait bien plus avec qui finalement. Et tout ça pour ça à la fin, pour faire quoi ? Pour protéger une fois encore les intérêts de quelques-uns au détriment de tous, quand notre Constitution dit que la République c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous en avez fait le gouvernement des amis des riches, pour les riches, par les riches. C'est une honte absolue et ceux qui ne l'avaient pas encore compris la dernière fois doivent le comprendre cette fois-ci. La seule manière de négocier avec ce gouvernement, c'est de le faire partir en votant la censure. Vous ne l'avez pas fait la dernière fois. Allez-vous le faire cette fois-ci? Il faut les dégager pour faire respecter la volonté du peuple. Taxe Zuckman, taxation des plus riches et des salaires plus élevés pour les autres. Voilà ce qu'il faut faire. Dégagez-les! On enchaîne maintenant avec cette séquence d'Emma Fourreau, députée européenne, qui explique très bien le lien entre l'économie mondiale et le boycott qui concerne le conflit israélo-palestinien. On écoute. Aujourd'hui, on a une économie mondiale qui est complice du génocide. Donc il faut bloquer cette économie mondiale et on a les dockers qui ont commencé à nous montrer le chemin. On voit notamment avec l'Italie où on a eu 1 million de personnes dans la rue et pour bloquer le pays en soutien à la Palestine et ça a eu une conséquence très concrète qui est que Meloni, qui est pourtant d'extrême droite, qui n'est pas une alliée du tout du peuple palestinien, elle a protégé les ressortissants italiens de la flottille, l'Italie a envoyé 2 frégates et encore une fois pas de gaieté de cœur, c'est parce qu'il y avait une pression populaire extrêmement forte. Donc on voit que la pression populaire c'est la clé aussi pour faire bouger les États. Les États, nos gouvernements, nos dirigeants ne feront jamais rien de gaieté de cœur pour la Palestine. Ils sont complices et ils vont pas se réveiller un matin en se disant tiens en fait c'est horrible ce que je fais, je suis complice d'un criminel de guerre et d'un génocidaire. C'est parce qu'ils ont peur des peuples qui se soulèvent. Donc il faut accentuer les mouvements, notamment aussi on le voit avec les jeunes, que ce soit les lycéens, les étudiants qui bloquent en solidarité avec le peuple palestinien leur lieu d'études, on voit que ça fait bouger les choses, on voit que là où on a une faillite des dirigeants occidentaux, eh bien les peuples prennent la relève. La flottille en est une des expressions, mais le fait que en France,
tous les samedis, dans toutes les villes moyennes et grandes de France, et même parfois dans les petites villes, que depuis 2 ans, et même avant, des gens sortent en se disant, en fait, je ne peux pas être silencieux, complice du génocide, je dois faire quelque chose. Tout ça, il faut se dire que ça a un impact. Et que tout mis bout à bout, ça permet de faire bouger les lignes. Le boycott fonctionne, les amis. C'est pacifique, personnel, et tu as le pouvoir de dépenser ton argent où tu veux. Et maintenant, on traverse l'Atlantique, les amis, pour aller chez Oncle Sam pour voir une séquence de Donald Trump et ses relations avec Jeffrey Epstein. Vous allez voir, elle est pépite. Mon image du jour, c'est cette note qu'on va voir ici, qui est datée de 2003, mais qui a été rendue publique seulement hier. Elle aurait été adressée par Donald Trump au financier Jeffrey Epstein pour son anniversaire, et elle est au cœur d'un énorme scandale. Alors, je rappelle le contexte. Jeffrey Epstein, c'est un milliardaire qui est mort en prison en 2019 alors qu'il était accusé de trafic de mineurs. Donald Trump a longtemps fait partie de ses amis. La question, c'est de savoir s'il a été en contact avec ce trafic de mineurs, ce qu'il nie. Mais la note dont je vous parle aujourd'hui, elle suggère une toute autre histoire déjà. À cause du texte, on y lit un dialogue imaginaire entre Trump et Epstein où ils parlent de secrets qu'ils partagent. Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey. Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un merveilleux secret. Et puis tout autour, il y a un dessin qui donne une idée de la nature de ces secrets. On y voit le corps d'une femme sans tête et sans bras avec des seins minuscules. Trump nie être l'auteur de cette note, pourtant signée de sa main. Pour se dédouaner, il a notamment déclaré qu'il ne dessinait pas alors qu'il a régulièrement mis aux enchères certains de ses dessins. Plus cette histoire se développe, plus elle est incroyable. Si je vous l'accorde, c'est bizarre. De toute façon, cette histoire, plus elle se développe, plus elle est incroyable. Le voyage est terminé, on retourne en France pour une séquence qui concerne Jordan Bardella et elle est plutôt marrante, on regarde. Certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? On peut débattre, qu'ils viennent débattre. Non, nous sommes... En fait, juste, faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais madame... Non mais du coup, sur le fond, vous pouvez répondre. Madame... Jordan Bardella. Non mais c'est réel à ce qui paraît cette histoire. Tout le monde le connaît au Parlement européen de n'être jamais là. Maintenant, je vais vous montrer une autre séquence d'un journaliste qui explique que Jordan Bardella, que Marine Le Pen plus précisément, lui a trouvé un coach pour lui apprendre à dire bonjour. Parce qu'apparemment, il savait pas dire bonjour à la caméra. Si, on regarde. Monsieur Bardella, c'est un petit peu le premier influenceur politique de France. Influenceur politique, parce que quand on épluche les réseaux sociaux de Jordan Bardella, il y a quelques discours, il y a un peu de politique, mais il y a beaucoup d'à côté. Il y a beaucoup de Jordan Bardella en train de manger des pop-corn, des bonbons, en train de boire un coca, en train de faire une blague, pour essayer de toucher la jeunesse, pour essayer de paraître proche d'eux. Encore une fois, tout ça n'est pas spontané, il y a des communicants qui... Oui, alors vous racontez la scène dans votre livre avec Pascal Humeau, qui est un ancien journaliste, qui lui a appris même à dire bonjour dans les médias, parce qu'autrefois il était moins à l'aise et même en culture générale, il était plus maladroit ou moins assuré. Oui. Les mots de Pascal Humeau, je retranscris son témoignage dans mon livre, sont l'une de mes premières missions données par Marine Le Pen à propos de Jordan Bardella, c'était d'en faire un facho sympa. Ce sont ces mots. Pourquoi? Parce que quand les gens regardent un représentant de l'extrême droite à la télévision, parfois ils vont pas adhérer, ils vont dire bon, je l'écoute même pas. Mais si le jeune homme est séduisant, souriant, avenant, rassurant, alors ils vont peut-être lui donner une chance. C'était sa première mission, il me l'a très clairement expliqué, le sourire, le bonjour, et ils ont travaillé pendant des mois entiers, face caméra, tous les deux, pour en faire un petit peu ce champion de la com qu'on connaît aujourd'hui. Alors il a 28 ans, c'est un très beau produit marketing, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il a les épaules maintenant pour être Premier ministre de la France? Objectivement, après plus d'1 an à travailler sur M. Bardella, on peut se poser la question. Parce que, je le rappelle, Jordan Bardella, il n'a que 28 ans. Il n'a jamais travaillé en entreprise de sa vie. Il n'a pas fait d'études universitaires ni supérieures. Il n'a jamais dirigé un exécutif local, une mairie, un département, une région, un ministère. Il s'est assez peu investi dans ses mandats, je me permets de le dire parce que j'ai passé au crible son activité dans le livre. Donc, est-ce qu'il a les épaules pour Matignon? C'est une vraie question, parce qu'il s'agit quand même de diriger le pays et le gouvernement. Et je pense, pour avoir vu un petit peu la relation entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, que, en fait, Jordan Bardella serait un petit peu le porte-parole officiel à Matignon, c'est-à-dire qu'il ferait le boulot avec les médias. Mais la vraie première ministre, ce serait Marine Le Pen, ce ne serait pas Jordan Bardella. C'est elle la patronne aujourd'hui au Rassemblement national. Il n'a jamais dirigé une mairie, ni une entreprise, mais apparemment influenceur suffit pour diriger un pays, à bon entendeur.
Elon Musk était l'invité de Logan Paul, le célèbre podcasteur américain, hier, et il a fait une annonce vraiment sérieuse, comme quoi Tesla va lancer sa première voiture volante très prochainement, et même d'ici avant la fin de l'année. The future was supposed to have flying cars, but we don't have flying cars. So you're gonna be able to fly? Well, I mean, I think if Peter wants a flying car, he should be able to buy one. So are you actively considering making an electric flying car? Is this like a real thing? Well, we have to see in the demo. So when you do this, like, are you going to have a retractable wing? Like, what is the idea behind this? Don't be sly. Come on. Well, I can't do the unveil before the unveil, but tell me off air then. Look, I think it has a shot at being the most memorable product unveil ever. It has a shot. And when do you plan on doing this? What's the goal? Hopefully before the end of the year. Really? Moi, honnêtement, je sais pas vous, mais moi, ça me choque plus. Hein. Surtout quand j'ai vu ça. Surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on voit très bien que nos habitudes sont amenées à changer et très vite. Donc une voiture volante ou une voiture qui skie, plus rien ne m'étonne, j'ai envie de vous dire. Bref, c'est désormais la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oublie pas le petit like pour le référencement, l'abonnement pour la force. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.